Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Duel tendu en vue à Marseille. La sénatrice Samia Ghali est arrivée en tête de la primaire socialiste. Elle affrontera au second tour les députés Patrick Mennucci. Il sera soutenu par la ministre Marie-Arlette Carlotti, éliminée dès hier soir. Le gouvernement s'apprête-t-il à prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires? Aucune décision n'est prise pour l'instant, tempère Pierre Moscovici, le ministre de l'économie. Les écologistes montent au créneau et dénoncent une provocation politique. Débat à suivre dans ce journal. Alors que le Sénat se penche demain sur le visage de la France dans 10 ans, nous recevons ce soir Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la prospective. Il a été chargé par le gouvernement de proposer une stratégie pour le pays en 2025. Bonsoir à tous. La Cour des comptes recommande aux collectivités de freiner leurs dépenses. Dans leur premier rapport annuel consacré aux finances publiques locales, les magistrats financiers estiment que des marges d'économie existent, notamment entre les communes et les intercommunalités. François Goulin. Aux collectivités de compter leurs sous. Après les factures de l'État, la Cour des comptes épluche les dépenses des administrations locales. Verdict, elles dépensent trop. 20% des dépenses publiques, soit 100 milliards d'euros, leur sont consacrés et ce chiffre n'arrête pas de grimper. La Cour et son président Didier Migaud proposent de s'attaquer au cœur du problème, les effectifs et en particulier les fameux doublons entre les mairies et les communautés de communes. Nous pouvons avoir des situations où à la fois les dépenses de personnel augmentent au niveau de l'intercommunalité tout en n'ayant des communes qui ont transféré un certain nombre de compétences et de personnel qui voient encore leurs dépenses de personnel augmenter. C'est pour ça qu'il nous semble qu'il y a, dans le cadre d'une mutualisation accrue entre les services des communes et de l'intercommunalité, des marges d'économie possibles. Les collectivités locales ne sont pas des paniers percés, conteste l'Association des maires de France. La preuve, les dépenses ont certes augmenté, mais moins que les années précédentes. À trop chercher l'économie, c'est la qualité des services publics qui sont menacés, craignent certains élus. Lorsque un gouvernement, quel qu'il soit, annonce la création de 100 000 places de crèches supplémentaires, mais qui va les faire, les places de crèches? Et derrière, qui va faire fonctionner les crèches? Encore, pour les 3/4, ce sont les collectivités territoriales. La dépense publique locale, elle correspond à un moment donné à un niveau de service. Si on veut brider la dépense publique locale, pourquoi pas? C'est un choix. Mais il faut que ce soit un choix de société. C'est pas un choix de gestion. Rationaliser les effectifs, mais aussi réduire l'endettement. Près de 10% de l'endettement de la France est dû aux collectivités. Un chiffre qui pourrait compromettre l'objectif de baisse du déficit public promis par François Hollande, met en garde la Cour des comptes. Après le séisme provoqué par la suppression de près de 900 emplois à l'abattoir Gade dans le Finistère, Jean-Marc Ayrault organise mercredi une réunion avec 6 ministres pour traiter l'urgence de la situation en Bretagne. Selon Guillaume Garot, ministre délégué à l'agroalimentaire, il s'agit d'une réunion de travail, de combat pour apporter des réponses. Elle a créé la surprise. La sénatrice Samia Ghali est arrivée en tête de la primaire PS à Marseille. Elle sera opposée au second tour au député Patrick Mennucci. Il a reçu le soutien de la ministre Marie-Arlette Carlotti, éliminée dès le premier tour. Jérôme Rabier. Duel explosif en perspective entre la sénatrice Samia Ghali et le député Patrick Mennucci, deux élus connus pour leur franc-parler et qui s'affronteront donc dimanche prochain dans les urnes de la cité phocéenne. Leur combat a déjà fait une victime hier soir, la ministre des Personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Marie-Arlette Carlotti, présentée comme la favorite mais arrivée seulement 3e des primaires citoyennes marseillaises. Après avoir dénoncé un système clientéliste, elle semble s'être ravisée même si un recours pourrait être déposé dans la semaine. En cause, des minibus affrétés par Samia Ghali dans les quartiers nord pour acheminer les électeurs au bureau de vote, une stratégie assumée par la sénatrice. Certains ont voulu faire des grands meetings, dépenser de l'argent dans des grands meetings. J'ai préféré la proximité. Si à Marseille on avait un transport digne de ce nom, ça se saurait. Une technique qui semble avoir marché puisque l'enfant des quartiers nord a recueilli plus de 25% des 20 000 votes exprimés, devançant de presque 1000 voix le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône qui espère l'emporter pour écrire une nouvelle page de l'histoire marseillaise. Tourner la page de l'immobilisme de la mairie de Marseille, tourner la page du clientélisme
et des pratiques qui doivent disparaître dans notre ville. Le député peut déjà compter sur le ralliement de la ministre qui a tout de même réuni près de 20% des voix, ce qui annonce une campagne acharnée sur le terrain avant de savoir dimanche prochain qui ira défier Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille depuis 1995 et qui s'apprête à briguer un 4e mandat à la tête de la cité phocéenne. Et nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Mignard, avocat, représentant de la Haute Autorité des Primaires. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors est-ce que vous pouvez nous garantir ce soir que cette primaire s'est bien déroulée? Je confirme que cette primaire s'est bien déroulée. D'abord, premièrement, parce que c'est un résultat qui est très important, plus de 20 731 voix, donc vous voyez, près de 21 000 voix, c'est considérable. On ne s'attendait pas d'ailleurs à un résultat aussi important en termes de participation. Deuxièmement, les résultats ont été validés, ils font apparaître notamment pour les deux premiers, à savoir Mme Samia Ghali, 5151 voix, 25,25% des voix, et pour M. Patrick Mennucci, 4212 voix, 20,65% des voix. Donc globalement, oui, cette primaire s'est correctement déroulée. Pourtant, Marie-Arlette Carlotti, eh bien, la ministre qui a été éliminée hier, a parlé d'un système paramilitaire avec des échanges d'argent, des minibus. Est-ce que ça n'appelle pas quelques vérifications supplémentaires de votre part? Je veux dire, si des candidats ont constaté des choses tout à fait anormales et qui peuvent même apparaître illicites, il faut le coucher par écrit, former un recours, construire une requête, la déposer à la haute autorité, avec des pièces, des preuves, des justifications. Et ça, voilà, vous comprenez bien que la haute autorité, j'ai l'honneur de la présider, avec le bastonnier Lestournel, qui est un bonnier estimé et connu à Marseille, avec le président Deschamps, qui a longtemps présidé la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Vous pensez bien que la haute autorité des primaires ne peut pas être saisie par la rumeur, par des protestations, mais elle ne peut être saisie que par une requête en bonne et due forme, comme on le ferait devant une juridiction. Voilà. Alors justement, il y a eu bien cette information d'ITélé d'Europe 1 comme quoi la ministre Marie-Arlette Carlotti allait certainement déposer un recours. Est-ce que pour l'instant, ce n'est pas fait? Vous pensez qu'elle va le faire? Je suis totalement dans l'ignorance de ses intentions. Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Peut-être, peut-être non. Pour obtenir quoi? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas commenter un acte qui, pour l'instant, n'a pas été rendu public et pour lequel nous n'avons pas été sollicités. Elle a quel délai pour le faire si elle souhaite eh bien, contester ce scrutin? Le plus tôt possible sera le mieux parce que le prochain tour, c'est dimanche. D'accord. Alors, quelles seraient les conséquences d'un recours? Il faudrait revoter pour les militants, c'est ça? Mais vous vous rendez bien compte, madame, que nous parlons dans un vide et que nous n'avons même pas de filet. C'est-à-dire qu'un recours sur quoi? Un recours pourquoi? Pour obtenir et demander quoi? Vous vous rendez bien compte que nous parlons là dans un vide tout à fait abyssal, que je suis bien incapable de vous dire quelle serait la portée de ce recours, puisqu'en l'état, nous ne le connaissons pas. Eh bien, on va voir effectivement alors cette semaine s'il y a un recours ou pas. Merci beaucoup Jean-Pierre Mignard d'avoir été en ligne avec nous. Au revoir. Le sénateur UMP de l'Essonne, Serge Dassault, auditionné ce matin par des juges d'Évry dans un dossier criminel. Pendant plus de 4 heures, l'industriel a été entendu en qualité de témoin assisté dans le cadre d'une instruction sur une tentative d'assassinat. Cette convocation intervient après le rejet début juillet par le Sénat d'une demande de levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Après la victoire du candidat du Front National, Laurent Lopez à Brignoles, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pointe les responsabilités de l'UMP et évoque ce soir le risque d'une alliance entre la droite française classique et l'extrême droite. On l'écoute. La responsabilité des dirigeants de l'UMP, qui n'ont même pas levé le petit doigt pour défendre leur candidate, est extrêmement importante. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent ainsi qu'une partie de leurs électeurs les fuit pour aller directement vers ce parti. Et la réponse du président de l'UMP n'a pas tardé. Jean-François Copé a invité Jean-Marc Ayrault à reprendre ses esprits et à, je cite, montrer de l'humilité. Pour Jean-François Copé, le résultat de Brignoles est d'abord une sanction d'une gestion désastreuse au niveau local et calamiteuse au niveau national. Alors que le Sénat lance demain une réflexion sur la France dans 10 ans, gros plan dans cette édition sur les métiers d'avenir et les secteurs porteurs d'emploi. La statistique est un métier extracteur de données, serait en bonne place, comme l'a constaté Nathalie Guilloire.
Ces jeunes veulent devenir extracteurs de données ou encore statisticiens. Ce sont les métiers du futur, des professions pointues, peu connues du grand public, qui pourtant sont promises à un bel avenir. Surtout en cette période, selon Michel Delecroix, le président de l'Institut statistique de l'université Pierre et Marie Curie. Récemment, c'est l'extraordinaire développement des possibilités de collecte de données avec l'informatique qui a, je dirais, relancé un peu le métier. Et le métier de l'avenir, si on en croit un ancien directeur de Google, dans 10 ans, c'est statisticien chez Google. Et le métier attire. Depuis ces 3 dernières années, le nombre d'inscrits à cet institut ne cesse d'augmenter. Principale motivation de ces étudiants, décrocher un emploi rapidement à la sortie de l'école. J'ai choisi cette filière aussi parce que à la sortie de 3 ans de formation, c'est plus facile de trouver un emploi et pour tous les candidats. Je ne me pose pas réellement la question du chômage après les études car 100% des étudiants de l'IJUP ont trouvé un emploi à la sortie. Il y a aujourd'hui une centaine d'extracteurs de données en France. Il devrait être 15 000 d'ici 2025. Et pour parler du visage de la France dans 10 ans, nous accueillons sur ce plateau Jean Pisani-Ferry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire général à la stratégie et à la prospective et vous êtes chargé par le gouvernement de remettre d'ici la fin de l'année un rapport sur les grandes orientations de la France. Alors quelle est votre feuille de route ? Ma feuille de route, d'abord ça a été d'introduire le séminaire du gouvernement cet été qui était consacré à ce sujet, au milieu du mois d'août. Et puis ensuite ça a été d'organiser, de susciter toute une série de discussions sur ce thème, de débats, de concertation avec différents partenaires. Et je suis très heureux que le Sénat, le président Bède, ait souhaité organiser une audition. Alors ça sera demain au Sénat, effectivement. Voilà, demain. Il y aura votre audition et vous pourrez débattre avec les parlementaires de ce visage. Présenter les questions que nous nous posons à ce stade, parce qu'il n'y a pas de recommandations à ce stade, il n'y a pas de prescription. Et puis recueillir leur retour, parce que nous voulons nous nourrir des différents avis, des différents points de vue qui vont être exprimés. Alors fin août, vous faisiez quand même le constat d'une France qui serait plus vieille, plus petite et moins riche, tout en nuançant votre propos. Elle ne manquera pas d'atouts. Est-ce que votre constat a évolué depuis fin août? J'ai été beaucoup critiqué pour avoir dit l'évidence, c'est-à-dire que nous sommes un pays riche, des pays moins développés que nous se développent, donc ils vont nous rattraper, donc relativement on sera moins riche. Nous sommes un pays qui vieillit, tout le monde vieillit, mais nous en particulier. Et puis notre taille relative va baisser dans l'économie mondiale, mais tout ça, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles, c'est simplement les faits. Non, je pense que la France a des atouts. Il y a, bien sûr, tout le monde sait la démographie. Tout le monde oublie qu'en Europe, par exemple, la France est un pays beaucoup plus uni que beaucoup d'autres. Il y a des pays qui sont fracturés en deux, entre des régions qui ont des sorts complètement différents. Il y a des pays qui sont traversés par des mouvements indépendantistes. Regardez l'Espagne. Une chose qu'on ne note pas suffisamment, c'est que la France a fait un énorme effort éducatif dans les années 80. Cet effort éducatif a porté ses fruits. Et aujourd'hui, ce qui était un handicap important, c'est-à-dire que toute une partie de la population française avait un niveau d'éducation, la population active avait un niveau d'éducation relativement faible, est en train d'être complètement rattrapé. Ce sera rattrapé dans les 10 ans à venir. Bon, on pourrait multiplier les atouts. Nous en avons un certain nombre, même si nous avons aussi des difficultés. Il y a quand même ce problème de pessimisme sur l'avenir. On le voit, les Français pensent beaucoup à la crise, aux impôts. Il y a une angoisse du présent qui est redoublée par le fait qu'on ne voit pas clair sur l'avenir. Alors, comment peut-on redonner confiance aux Français ? Alors, les Français sont particulièrement pessimistes, sont beaucoup plus pessimistes que tous les autres, à conditions égales, et ils l'étaient même avant les difficultés récentes. Ils n'ont pas confiance dans leurs institutions, parce que quand on regarde en fait en quoi ils ont confiance ou quoi ils n'ont pas confiance, ils restent assez confiants dans le progrès, dans la science, mais ils pensent que leurs institutions vont en faire mauvais usage. Ils pensent du coup que leurs enfants vivront plus mal qu'eux. Et quand je parle des institutions, c'est l'ensemble des institutions, c'est-à-dire c'est les institutions politiques, ce sont les entreprises, ce sont les syndicats. Il y a une grande méfiance à cet égard. Alors, si on veut être ambitieux, une réflexion sur la France dans 10 ans, c'est aussi une manière d'aider à ce qu'on essaie de se poser les bonnes questions, qu'on essaie de porter un débat au-delà des cercles habituels de la discussion politique et prospective, et essayer de faire en sorte aussi que les Français puissent s'approprier un peu cette réflexion sur où est-ce que nous voulons être dans 10 ans. C'est une belle question pour nous tous. À quoi ça va servir cet exercice prospectif alors que l'opposition était montée au créneau en dénonçant qu'on s'intéresse davantage à ce qui va se passer dans 10 ans et non pas à la situation immédiate de la France?
Oui, enfin, je ne suis pas sûr que c'était l'opposition. J'ai eu quelques critiques paresseuses au milieu de l'été. Non, parce que je pense que, si vous voulez, on reprochait au gouvernement de ne pas faire ce qu'avait fait le chancelier Schröder, de ne pas avoir fixé un agenda horizon à l'époque de 2010. Et il s'agit bien de ça. Il s'agit de dire où est-ce qu'on veut être, quel est le cap pour les 10 prochaines années. Et une fois qu'on a fixé un cap, l'horizon de 10 ans invite à l'ambition. Parce qu'on ne peut pas simplement raisonner sur la prolongation de ce qu'on est en train de faire. On est obligé de se dire où est-ce qu'on va être arrivé à cet horizon. Eh bien, c'est assez facile ensuite, c'est assez immédiat de revenir sur les décisions immédiates et de se dire, maintenant, si on veut être là dans 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Et donc, je pense que c'est un bon horizon parce qu'il connecte un futur où on est suffisamment ambitieux et le présent. Puis aussi, c'est un horizon qui est non partisan, puisque dans 10 ans, on ne sait pas quelle sera la majorité. C'est deux quinquennats. Comment trouver des grandes orientations qui pourront être valables, quel que soit le parti politique au pouvoir dans 10 ans? Il y en a eu dans le passé. Quand la France a fait un effort d'équipement, dans les années 70 et les années 80, lorsqu'elle s'est fixé un effort éducatif dans les années 80, lorsqu'elle s'est fixé des ambitions européennes, ensuite dans les années 90, ça a été des ambitions à horizon de 10 ans qui ont été partagées par des gouvernements de couleurs successives. Alors il y a eu le rapport d'Anne Lauvergeon, la présidente de la commission Innovation 2030, qui a été rendu vendredi. On se souvient du rapport Gallois sur les investissements d'avenir. Où vous situez-vous, vous, à la prospective dans vos propositions? Le rapport Gallois, c'était pour résoudre un problème immédiat, qui était un problème de compétitivité, qui n'est pas complètement résolu. Il ne s'agit pas de dire que la situation de compétitivité de la France est rétablie, mais c'était pour nourrir un certain nombre de décisions immédiates sur la question de la compétitivité, d'où notamment la décision sur le crédit d'impôt compétitivité de l'emploi. Anne Lauvergeon, je faisais partie de sa commission, elle avait pour mandat de définir un certain nombre de domaines dans lesquels la France devrait investir pour ne pas rater des ruptures en matière d'innovation. Des ruptures qui peuvent être technologiques ou sociétales, et donc des champs sur lesquels il fallait une prise de risque. Alors, on a mentionné 7, dans des domaines divers d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec ces préconisations? Ça va se rapprocher J'étais membre de la commission, oui. donc oui. Mais si vous voulez, c'est un mandat qui est très défini. Nous prenons une série de sujets qui vont depuis notre modèle productif, les ressorts de notre croissance, les questions de soutenabilité, qu'est-ce qu'on fait pour que, à la fois d'un point de vue environnemental, d'un point de vue financier, notre croissance soit soutenable, et les questions de relations, d'équilibre entre les générations, question de l'évolution du modèle social, des questions de vivre ensemble, les questions européennes. Donc on a un champ qui est en fait extrêmement vaste, d'où la difficulté d'ailleurs de l'exercice. Merci beaucoup Jean Pisani-Ferry d'avoir été l'invité de 24 heures Sénat. C'est d'ailleurs tout de suite le débat de ce 24 heures Sénat. Faut-il allonger la durée de vie des centrales nucléaires en France? C'est le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Hélène Lippietz, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Seine-et-Marne. Et Bernard Laponge, vous êtes physicien nucléaire, consultant international, également membre de l'association Global Chance. On va ouvrir le débat, mais avant cela, je vous propose ce reportage de Mounir Soussi pour comprendre les enjeux d'une telle annonce. Pendant combien de temps les 19 centrales françaises vont-elles continuer à produire de l'énergie? Les premières devraient théoriquement s'éteindre à partir de 2018, après 40 ans de service, mais le gouvernement réfléchirait à allonger leur durée de vie de 10 ans. Une décision qui permettrait à EDF et l'État actionnaire à 84% d'amortir les investissements sur une plus longue période et de toucher davantage de dividendes. Ça permet à EDF de dégager des marges. On peut parler de montants d'à peu près 800 millions à 1 milliard d'euros chaque année qui pourraient être dégagés par cet allongement de la durée des amortissements. Une manne qui permettrait à EDF d'atténuer la hausse des prix de l'électricité dans les prochaines années selon ce spécialiste. L'annonce a fait frémir l'action EDF qui réclame cette extension d'exploitation des centrales. Responsables écologiques et ONG dénoncent fermement ce lobbying. C'est clairement une annonce d'ordre comptable plus que d'ordre énergétique. C'est-à-dire qu'il s'agit de rassurer les marchés financiers et la bourse plutôt que de rassurer les Français sur la sûreté nucléaire. C'est une approche qui est tout à fait inacceptable puisque la sûreté nucléaire, c'est la sécurisation des Français et de la production d'électricité en France. Le gouvernement pourrait confirmer cette mesure le 15 novembre à l'occasion d'un conseil de politique nucléaire. Mais au final, ce sera l'autorité de sûreté nucléaire qui aura le dernier mot.
Alors, Hélène Lipietz, il y a des informations contradictoires aujourd'hui sur cet allongement ou pas de la durée de vie des centrales. Que dites-vous ce soir? C'est une provocation politique, un mensonge économique ou une aberration énergétique? Oh, c'est tout à la fois. Je pense qu'il y a énormément de non-dits dans cette annonce. Il paraît évident que le premier intérêt d'EDF, c'est d'allonger, parce qu'on sait très bien qu'au point de vue économique, cela permet de lisser sur une plus longue durée les investissements. Donc pour eux, c'est très important. Pour le Français que nous sommes, on peut se demander s'il n'y a pas une escroquerie intellectuelle. Il faut rappeler que quand même, lorsque les centrales nucléaires dont on parle là ont été construites, elles étaient prévues pour durer 20 ans. On est passé à 30, puis à 40. Jusqu'à quand ira-t-on? Et de toute façon, si on décide de les prolonger 10 ans de plus, on va avoir le même problème dans 10 ans si dès aujourd'hui, on ne fait pas ce qui est nécessaire pour que dans 10 ans, ne se pose pas le problème. Or, pour le moment, on ne fait rien. Bernard Laponche, est-ce que les centrales nucléaires françaises aujourd'hui peuvent supporter un allongement de leur durée de vie de 10 ans encore? Mon avis personnel n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire à laquelle se réfère toujours le gouvernement pour ces questions, quelquefois il pourrait peut-être d'ailleurs s'en mêler un peu plus, nous dit que déjà à 30 ans, et le cas s'est posé pour Fessenheim 2, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé des travaux importants, ce qui d'ailleurs peut renchérir le coût, hein, c'est pas sûr que tout ça soit très intéressant même sur le coût, des travaux importants et si ces travaux sont bien effectués, de pouvoir continuer à fonctionner, mais sans dire 10 ans de plus. C'est-à-dire que dès 30 ans, l'autorité de sûreté nucléaire décide au cas par cas. C'est encore pire pour 40 ans. C'est-à-dire à 40 ans, l'autorité de sûreté nucléaire a dit « mais attendez, il y aura des modifications liées à la situation des réacteurs, mais aussi des travaux nécessaires du fait des stress tests post-Fukushima, puisque cet accident a montré qu'il y avait des faiblesses chez nous. Et en plus, il faudrait que, après 40 ans, la sûreté des réacteurs actuels sont considérablement améliorées pour atteindre un niveau supérieur. Donc, il est complètement invraisemblable, incohérent, d'une part, de dire, mais tout d'un coup, on va décider de passer à 50 ans. Il n'y a aucune justification. Et en plus, donc ça, c'est sur le plan de la sûreté, qui est quand même fondamental. Ou bien on dit la sûreté, on s'en fout, pour gagner 1 milliard, ce qui est quand même incroyable. Ce qu'a dit M. Saurin est irrecevable. Et deuxièmement, il y a quand même des engagements énergétiques, à la fois de la France. Alors justement, sur ces engagements, c'est de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50%. Si on prolonge la durée de vie des centrales, est-ce qu'on peut toujours tenir cet engagement? Ça paraît contradictoire, Hélène Lipietz. Le problème, c'est que actuellement, nous consommons de plus en plus d'électricité. Et donc, le premier moyen d'arrêter cette course finalement infernale, à savoir si c'est du nucléaire, du charbon ou autre, c'est d'abord d'apprendre à consommer moins ou de façon plus économique et donc déjà à réfléchir sur notre modèle de développement. C'est beaucoup plus vaste que les simples centrales nucléaires. Bernard Laponche, quelles seraient les conditions qui permettraient une exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est déjà arrivé dans d'autres pays? Attendez, déjà je complète le fait qu'il y a des engagements sur le nucléaire, la réduction de 75 à 50%. Ce qui veut dire normalement. Deuxièmement, il y a des engagements sur la réduction de la consommation d'énergie à l'horizon 2020 et à l'horizon 2050. 50% à l'horizon 2050 et 20% à l'horizon 2020. Donc, il est obligatoire de faire des économies d'énergie, à la fois pour des raisons de respect de ces objectifs et pour des raisons économiques. La meilleure façon de baisser la facture, c'est pas de faire un cadeau de 1 milliard éventuellement par le rallongement de la durée d'amortissement, c'est de réduire les consommations d'électricité. Pour l'usager, ce qui compte, c'est la facture. Mais ces objectifs, il faut bien les financer. C'est justement les raisons qui sont invoquées par le gouvernement. Si on rallonge la durée de vie des centrales, c'est pour financer la transition énergétique. Ça, c'est de la blague. Voilà, exactement. Mais Bernard Laponche, pardon, allez-y. Non, mais ça, c'est une vaste blague. Bon, si on rajoute la vie des centrales, d'abord, il faut savoir si on pourrait le faire pour des raisons de sûreté. Et deuxièmement, c'est parce qu'effectivement... Deuxièmement, il y a le problème du coût de ce rallongement.
que j'ai expliqué qu'il y avait énormément de travaux à faire, donc c'est pas évident. Et troisièmement, c'est le problème de la sécurité, de la sûreté. Donc il ne faut pas aller nous chercher qu'un cadeau, vous savez, ça va rapporter tellement d'argent qu'on financera la transition énergétique. Ça, c'est une vaste blague. Et il faut arrêter de raconter des bêtises quand même dans tous ces secteurs. Hélène Lipietz, comment on finance la transition énergétique alors si on ne peut pas prolonger la durée de vie des centrales? Par exemple, arrêtons l'EPR, qui nous coûte une fortune, qu'on ne sait toujours pas quand on va pouvoir mettre en activité et qui de toute façon posera le problème, c'est une autre forme de nucléaire. Donc arrêtons déjà de financer l'EPR dès aujourd'hui et mettons tout l'argent que l'on a mis depuis 60 ans pour financer le nucléaire à la recherche de la transition énergétique. Nous avons laissé dépérir tout ce qui est recherche autre que nucléaire. C'est un véritable scandale au point de vue intellectuel là aussi. Pourquoi en France il n'y a eu de la recherche que pour le nucléaire? Pourquoi ne s'est-on pas dit au départ, essayons de trouver comment nous allons nous éclairer, comment nous allons consommer de l'énergie à l'an 2050. Et ça ne s'est jamais posé. Donc la première des choses, arrêtons l'EPR, on gagnera déjà beaucoup d'argent et on pourra faire enfin de la recherche sérieuse sur la maîtrise de l'énergie et l'énergie de demain. Mais comment accueillez-vous cette information si elle est confirmée d'un point de vue politique? Vous êtes sénatrice écologiste, on sait déjà que votre collègue Ronan Dantec avait mis en garde le gouvernement contre un deal, justement, tout pour à fait. financer la transition énergétique. C'est assez extraordinaire. Je me demande si le fait que le Conseil constitutionnel vient de valider la loi sur le gaz de schiste n'est pas un moyen en même temps pour le gouvernement de dire, écoutez, ne vous plaignez pas, vous avez eu l'interdiction du gaz de schiste, maintenant laissez-nous faire avec le nucléaire. Ce que le gouvernement oublie, c'est que les écologistes, nous ne nous battons pas pour nous nous battons pour la planète, pour les Français, pour le fait qu'il est absolument inadmissible que l'on prenne un risque avec notre sécurité parce qu'on ne sait absolument pas. Parce que c'est pas simplement de réparer les centrales nucléaires qui comptent, on ne sait absolument pas ce qui se passe à l'intérieur du noyau, qu'est-ce qui se passe sur la partie juste à proximité de la fission. Et donc à partir de là, on prend un risque avec notre sécurité qui est absolument inimaginable et indigne d'une véritable réflexion politique sur l'énergie de demain. Alors sur cette question des autres pays, comment font-ils? Est-ce qu'il y a des réacteurs qui ont été prolongés au-delà de 40 ans, Bernard Laponche? C'est très variable, ça dépend des pays. Il y a certains réacteurs qui ont été prolongés au-delà de 40 ans aux États-Unis, mais les règles sont assez différentes. C'est-à-dire aux États-Unis, il y a une autorisation initiale qui en fait est équivalente à une autorisation de 30 ans en France. Et au bout de cette période, qui pour d'autres raisons est 40 ans aux États-Unis, mais c'est 30 ans du fonctionnement du réacteur. Au bout de cette période, il y a un réexamen de sûreté avec un dossier complexe, quelquefois des exigences non seulement de sûreté mais de rentabilité, qui autorise à aller au-delà. Mais le responsable de la sûreté américaine, le précédent, pas l'actuel, a fait récemment plusieurs déclarations disant qu'à son avis, il était dangereux d'allonger la vie des centrales parce qu'elles avaient été prévues pour cette durée-là et que le vieillissement, finalement, si vous voulez, le vieillissement, c'est comme la plomberie de votre chaudière, de votre chaufferie. C'est-à-dire qu'il y a des robinets, il y a des tuyaux, il y a des circuits électriques, etc. Donc il y a un risque lié au vieillissement. Et s'ajoute à ce risque lié au vieillissement les exigences de sûreté qui sont nécessaires au vu des accidents qui se sont passés, dont Fukushima. Donc si vous voulez, c'est pas sérieux de mettre en balance. On a posé la question aux internautes, à notre partenaire du nouvelobs.com. Énergie nucléaire, faut-il prolonger la durée de vie de nos centrales? Eh bien, regardez, ils ont répondu oui à 62%, non à 33%. Sur 302 votants. On verra alors ce que décide le gouvernement. C'est la fin de ce 24h Sénat. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et je vous retrouve demain. Bonne soirée à tous.